Le 17 juin 1972, en pleine campagne électorale américaine, 5 cambrioleurs sont pris en flagrant délit dans l'immeuble du Watergate. Ils étaient en train de poser des micros dans les bureaux du Parti démocrate. On découvre très vite qu'à leur tête, James McCord est un employé du comité pour la réélection du président Nixon. L'enquête révèle que 2 hommes ont organisé toute l'opération, Gordon Liddy et Howard Hunt. Tous 2 possèdent un bureau à la Maison-Blanche. Mais les poursuites s'arrêtent à ces 7 hommes, surnommés les plombiers. 2 journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, affirment pourtant que les vrais responsables se trouvent peut-être dans le bureau ovale. Mais John Mitchell, l'homme de confiance de Nixon, nie toute implication. Ni le président, ni personne de la Maison-Blanche, ni personne de l'administration, ni aucun employé du comité pour la réélection du président n'est impliqué. Tout cela n'entame pas la popularité de Richard Nixon en course pour un second mandat. Le 7 novembre 1972, il est réélu triomphalement avec 68% des voix, un des scores les plus élevés des présidentielles américaines. Pourtant, à peine élu, Nixon rencontre de nouvelles difficultés. Sur fond d'opposition à la guerre du Vietnam, l'affaire du Watergate ressurgit et révèle d'autres pratiques douteuses du gouvernement Nixon. Effraction, pourrissement de la campagne démocrate et coups bas contre les pacifistes. Nixon est même soupçonné d'avoir détourné des fonds publics. Les gens doivent savoir si leur président est un escroc. Eh bien, je ne suis pas un escroc. Malgré les dénégations du président, le Watergate atteint progressivement ses plus proches collaborateurs. John Mitchell, ancien ministre de la Justice, est le premier à quitter ses fonctions. Mais le 30 avril 1973, ce sont à la fois John Dean, conseiller de la Maison-Blanche, Bob Haldeman, chef de cabinet de la présidence, et John Ehrlichman qui démissionne. Une seule question demeure, le président savait-il ? C'est par les médias que j'ai entendu parler pour la première fois du cambriolage du Watergate. J'ai été scandalisé par cet acte illégal et insensé. Nixon est de plus en plus soupçonné de freiner à la fois l'action des tribunaux et celle du procureur spécial en charge de l'affaire. Pour lever ces doutes, les parlementaires décident de créer leur propre commission d'enquête. Composée de 7 sénateurs, 4 démocrates et 3 républicains, elle dispose de pouvoirs spéciaux et peut convoquer toutes les personnes en relation avec l'affaire. Sam Ervin, le président de cette commission, est démocrate. Il est connu pour son attachement farouche à la défense des libertés individuelles. Howard Baker, le vice-président, est républicain. On pense qu'il défendra Nixon. Mais l'homme clé de cette commission n'est pas un sénateur. Samuel Dash est celui qui mène les interrogatoires préalables. Le 17 mai 1973, les auditions s'ouvrent pour un marathon de 6 mois et sont retransmises en direct sur les chaînes nationales 7 heures par jour. Dans la grande salle du Conseil, face aux sénateurs, de longues tables sont installées pour accueillir les journalistes. Au fond de la salle, le public se presse toujours plus nombreux. Tous les regards convergent vers la table des témoins, où vont se succéder jour après jour les hommes de Nixon. Nous allons continuer à suivre les auditions de la commission Ervin, chargée d'entendre les témoins du Watergate. Mais auparavant, pour bien comprendre, quelques précisions sur les étapes judiciaires qui ont conduit à la création de la commission. Les cambrioleurs du Watergate sont arrêtés, rappelons-le, le 17 juin 1972. La commission Ervin entame ses auditions 11 mois plus tard, presque une année pendant laquelle la lourde machine judiciaire américaine est passée par plusieurs étapes. Première étape, dès le lendemain de leur arrestation, les cambrioleurs passent en comparution immédiate. C'est alors qu'on découvre que James McCord travaille pour le comité pour la réélection du président Nixon, le CRIP, et que l'un des cambrioleurs possède les coordonnées d'un employé de la Maison-Blanche, Howard Hunt. Le FBI ouvre alors une enquête. Deuxième étape, un jury est constitué pour décider s'il y a lieu d'inculper les prévenus. Il les entend les uns après les autres pendant tout l'été 72. En plus des 5 cambrioleurs pris en flagrant délit, la police arrête Howard Hunt et un certain Gordon Liddy, conseiller juridique du CRIP. Le 15 septembre, le jury d'accusation inculpe les 7 hommes sans chercher d'autres responsables. Les démocrates crient alors au scandale. Ils cherchent évidemment à exploiter l'affaire avant l'élection présidentielle. Au Congrès, le sénateur Sam Ervin, grand spécialiste de la Constitution, demande que le procès pénal ait lieu au plus vite. Il menace de soumettre l'affaire à une commission d'enquête sénatoriale. Mais rien ne bouge et le Watergate aura peu d'influence sur le scrutin.
Pour l'ensemble des Américains, l'affaire reste en fait anodine. Le 7 novembre, Richard Nixon est réélu président des États-Unis avec 68% des voix. En dépit des nombreux articles du Washington Post, on y reviendra, le Watergate fait figure d'histoire ancienne. Troisième étape, l'ouverture du procès. 2 mois plus tard, le 7 janvier 1973, procès qui va tout relancer. Le juge John Sirica, qui préside les audiences, annonce qu'il désire éclairer tous les aspects de l'affaire. Mais les 7 accusés décident soudain de changer leur mode de défense et de plaider coupable. Or, dans le système pénal américain, quand un accusé plaide coupable, toute enquête est stoppée. On ne peut pas rechercher d'autres responsables éventuels. Les journaux rapportent que les accusés auraient été soudoyés pour faire ce choix, mais rien n'est prouvé. Le 30 janvier 1973, le jury déclare Gordon Liddy coupable. Il est censé être le principal et unique organisateur du cambriolage. Le 7 février 1973, une semaine plus tard, le Sénat réplique. Il décide, à l'unanimité, de créer une commission chargée d'enquêter sur toutes les irrégularités de la campagne électorale de 1972. La commission sera présidée par le sénateur Sam Ervin. Elle commencera ses auditions à la mi-mai. Le 23 mars, le juge Sirica doit prononcer les peines contre les 7 conspirateurs. Au lieu de cela, il lit une lettre que James McCord, l'un des cambrioleurs, lui a envoyée 2 jours auparavant. La déclaration fait l'effet d'une bombe. Dans la lettre, McCord revient sur ses déclarations antérieures. Il affirme, premièrement, que des pressions politiques ont effectivement été exercées sur les inculpés pour qu'ils plaident coupables. Deuxièmement, que des témoins se sont parjurés pendant le procès, lui y compris. Et enfin, que d'autres personnes mêlées à l'affaire du Watergate n'ont pas encore été identifiées. Le juge Sirica décide aussitôt de repousser la sentence concernant McCord. Quant aux autres accusés, il prononce à leur encontre des peines maximales en leur laissant 3 mois de délai pour se raviser et collaborer avec la justice. Nouveau coup de théâtre un peu plus tard dans une toute autre affaire. L'affaire Ellsberg, cet opposant à la guerre du Vietnam qui a fait sortir des documents confidentiels du Pentagone. Le procès révèle que Howard Hunt et Gordon Liddy ont mené une opération de cambriolage et d'espionnage. Autrement dit, ces hommes sont des familiers des coups tordus. La pression devient trop forte. Le 30 avril, au cours d'une conférence de presse, Richard Nixon reconnaît qu'il y a eu des irrégularités qu'il ignorait dans l'enquête sur le Watergate. Il annonce la démission de plusieurs membres de la Maison-Blanche et celle de son ministre de la Justice, Richard Kleindienst. Le nouveau ministre de la Justice, Elliot Richardson, est chargé de nommer un procureur spécial indépendant, doté des pleins pouvoirs, pour faire toute la lumière sur l'affaire du Watergate. Archibald Cox, professeur de droit de Harvard, est nommé à ce poste et débute son enquête peu avant l'ouverture de la commission. Dernière précision, pendant toute la durée des auditions de la commission, les autres actions judiciaires sont plus ou moins suspendues. Le juge Sirica et le procureur spécial Archibald Cox suivent les débats et attendent qu'il leur apporte des éléments nouveaux. Aujourd'hui, c'est précisément le témoignage de l'ancien ministre de la Justice, Richard Kleindienst, que vous entendrez, suivi de celui de Frédéric Larue, l'assistant du président du CRIP. Toute l'Amérique va commencer à comprendre comment l'enquête sur le Watergate a été freinée et entravée. Au cours de votre témoignage devant la commission d'enquête sénatoriale sur la campagne présidentielle, jurez-vous devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Richard Kleindienst était ministre de la Justice quand les cambrioleurs du Watergate ont été arrêtés. Il a refusé de faire libérer McCord, l'employé du comité pour la réélection du président, et a résisté à toutes les demandes de la Maison-Blanche pour étouffer l'affaire. Monsieur David Dorson, assistant du conseiller spécial. David Dorson, l'assistant de Dash, va interroger Kleindienst sur les avertissements qu'il a adressés à John Dean, le conseiller juridique de la Maison-Blanche, et à Henry Petersen, membre du ministère de la Justice. Avez-vous eu une conversation avec M. Henry Petersen et M. Dean, au cours de laquelle vous avez parlé d'aller voir le président pour évoquer avec lui le fait que l'affaire du Watergate se révélait être plus qu'un simple cambriolage? Vos insinuations sont sans rapport avec notre réunion. Il est vrai que M. Dean, M. Petersen et moi-même avons eu une conversation dans mon bureau le lundi suivant le cambriolage, me semble-t-il, ou le mardi au plus tard.
L'objet de cette réunion était de faire part à M. Dean de notre inquiétude et de la gravité avec laquelle nous avions accueilli la nouvelle de cet incroyable événement qui s'était déroulé dans l'immeuble du Watergate. Received the news of this fantastic event that had occurred at the Watergate Hotel. To inform him, as Nous tenions également à informer M. Dean, puisqu'il était le conseiller juridique du président, que le ministère de la Justice et le FBI allaient immédiatement être saisis et mettraient en œuvre une enquête approfondie, et que ce cambriolage était un crime sans nom. Pire encore, il portait atteinte à l'essence même de notre système politique. Un acte si détestable méritait que nous déclenchions immédiatement une enquête. Il me semble que M. Petersen nous a interrompus pour demander que moi-même ou M. Dean contactions personnellement le président pour lui faire part de la gravité de la situation. Il a aussi ajouté que M. Dean ou moi-même devions presser le président de faire une déclaration sur sa position concernant cet incroyable événement. Response to this fantastic event. Monsieur Dean a alors dit « Je vais à San Clemente et je vous propose, Monsieur Petersen, de transmettre votre suggestion au président que je dois rencontrer là-bas. » Je crois avoir approuvé. Je ne sais plus combien de temps a duré cette conversation, mais je vous ai relaté l'essentiel de ce qui s'y est dit. Le sénateur Gurney va demander à l'homme de loi qu'est Kleindienst sa conception des droits dont disposent les membres de l'exécutif devant le Parlement. Monsieur Kleindienst, la plupart des membres de la Maison-Blanche qui ont été appelés à témoigner devant cette commission n'étaient pas enchantés par cette convocation. Ils étaient même très tendus. Quelle a été votre réaction? Voilà, selon moi, il vaut mieux poursuivre quelqu'un en justice selon les modalités prévues par la loi, de telle sorte que les droits de l'accusé soient garantis par la Constitution et qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable. Toujours à titre privé, et non en tant que serviteur de l'État des États-Unis d'Amérique, car je sais que beaucoup de gens ne partagent pas mon avis, j'aurais préféré que la justice ordinaire puisse suivre son cours et mettre en accusation les individus en se fondant uniquement sur des preuves, comme le prévoit d'ailleurs la loi. Par ailleurs, j'ai toujours affirmé que le Congrès me semble l'institution appropriée pour débattre publiquement de la conduite des serviteurs de l'État. Mais on dit aujourd'hui que le droit du peuple américain à connaître la vérité est plus important que la mise en examen de 2 ou 3 personnes. Je maintiens pourtant que ce droit ne devrait pas contredire les articles de notre Constitution qui garantissent les droits de l'accusé. L'essence de notre Constitution n'est-elle pas de faire respecter les droits de l'individu et non ceux de la société? Je pense que c'est une vraie question de fond. De toute ma vie, je n'ai jamais dit que le Congrès ou le Sénat n'avaient pas à surveiller la conduite des fonctionnaires et des hommes politiques, ou qu'ils n'étaient pas aptes à enquêter sur leurs agissements durant l'exercice de leur mandat. C'est bien ce dont je me souvenais. Si on ne prend pas en compte les délais dans lesquels ces personnes pourraient être entendues et les poursuites engagées. Vous aviez aussi publiquement déclaré que c'était certainement une bonne chose pour la vie politique de ce pays que le peuple américain soit tenu informé. Oui, je crois que nous sommes terrassés par les aspects négatifs du Watergate. Il me semble que très peu de gens ont pris le temps de mettre en avant les bons côtés de cette affaire.
Ils sont pourtant nombreux. Nous avons pu constater que les institutions qui garantissent notre liberté fonctionnent. Les gens disent que la liberté de la presse est limitée, mais nous avons la presse la plus libre du monde. Grâce à cette crise, nous voyons que notre justice pénale fonctionne, le pouvoir judiciaire fonctionne, le Parlement fonctionne. J'ai une longue expérience de la politique. Et je crois qu'après ces révélations tragiques, la classe politique s'imposera volontairement et pour des années une ligne de conduite plus exigeante que par le passé. Je ne crois pas qu'un candidat à de hautes responsabilités dans ce pays voudra un jour être impliqué dans une affaire du type Watergate. La loi ne permet pas de garantir la moralité, comme il est impossible de légiférer sur le cœur des hommes. Mais je crois que dans les décennies à venir, mes enfants et mes petits-enfants vivront dans un climat politique beaucoup plus moral, et je m'en réjouis. Je suis entièrement d'accord avec vous, vous avez parfaitement raison. Je pense que cette affaire aura un effet salutaire sur la vie politique et le gouvernement de ce pays. Certains de nos concitoyens sont aujourd'hui écœurés. Mais notre pays est si grand et si fort que la bêtise d'une poignée d'individus ne peut ébranler les fondements d'une si belle société et d'une si grande démocratie. Yes, sir. L'interrogatoire de Kleindienst devient l'occasion pour les sénateurs d'ouvrir un débat autour du privilège de l'exécutif. Ce principe, directement issu de la séparation des pouvoirs, a été invoqué par Nixon pour ne pas comparaître devant la commission Ervin. Votre point de vue sur le privilège de l'exécutif a-t-il évolué depuis votre dernier témoignage devant la commission le 10 avril 1973 ? Doucement, sénateur. Au regard de la loi et de la Constitution, mon opinion en tant que juriste n'a pas changé. J'ai d'ailleurs été flatté que le ministre de la Justice, M. Richardson, qui est un bien meilleur juriste que moi, ait défendu la même position sur le plan politique. J'ai témoigné en tant qu'homme de loi se référant à la Constitution, mais je suis aussi disposé à parler en faveur du gouvernement sur le privilège de l'exécutif sur le plan politique. Au regard de la loi comme au regard de la vie politique, je pense que la doctrine du privilège de l'exécutif doit être utilisée avec la plus grande parcimonie, comme cela a toujours été le cas au long de notre histoire. Vous ne pensez tout de même pas que le fait d'étouffer une affaire criminelle relève du privilège de l'exécutif ? Sénateur Talmadge, si le président des États-Unis décide d'appliquer un droit constitutionnel qui, conformément à la séparation des trois pouvoirs, lui permet de ne pas donner à une cour de justice ou au Congrès un document qui est en sa possession, je dis que c'est bien conforme à la Constitution. Même s'il s'agit de pièces à conviction pour un délit qui n'a aucun rapport de près ou de loin avec ses attributions en tant que président ? Oui, c'est bien ce que je dis. Je l'ai déjà dit il y a plusieurs mois. Il me semble pourtant que vous aviez écrit une note d'une teneur différente, que j'aurais lue quelque part. Si c'est le cas. J'ai le souvenir d'avoir vu une note où vous déclariez que si le président pouvait empêcher un témoin de se présenter devant une commission, il pouvait alors protéger les millions d'employés fédéraux durant l'exercice de leurs fonctions. La seule note que j'ai écrite était la note préparatoire à la déposition que j'ai lue devant le Sénat des États-Unis. Je n'ai connaissance d'aucune autre note que j'aurais moi-même écrite, sénateur Talmadge. Ce document a été déposé auprès du Sénat, de même que ma déclaration. Seriez-vous toujours prêt à déclarer que même si le délit est abominable et qu'il ne concerne en rien une affaire d'État, le président peut conserver en sa possession des preuves manifestes en invoquant le privilège de l'exécutif ? Oui, d'après mon interprétation de la loi et de la Constitution.
Je signale au passage qu'il n'y a aucun précédent. La dernière affaire dont la Cour suprême ait été saisie se déroulait autour de 1830 et concernait un contrat passé avec la Poste. Mais il n'existe pas de jurisprudence sur ce sujet, et ça s'explique par le fait que ce principe a toujours été un enjeu politique majeur. Votre conclusion se fonde donc sur un jugement personnel plutôt que sur une interprétation de la loi. Sur ma compréhension de la Constitution des États-Unis d'Amérique, un texte qui, pour moi, est sacré. Je n'en doute pas. Cependant, je ne vois pas comment un gouvernement peut fonctionner si l'on se met à considérer que les trois pouvoirs sont parfaitement autonomes et ne doivent plus respecter le principe de l'équilibre des pouvoirs. Je n'ai pas d'autres questions. Je pense que nous vous avons suffisamment interrogé. Je souhaite ajouter 2 observations. D'abord, je ne vous surprendrai pas en affirmant que je suis personnellement incapable d'accepter une théorie selon laquelle le président des États-Unis a le droit constitutionnel de priver la justice de témoignages concernant des actes criminels perpétrés par des membres de l'exécutif. Je ne peux concilier cette idée avec l'article 2 de notre Constitution qui établit ainsi les devoirs du président. Je cite, « Il veillera à la bonne exécution des lois ». Pour vous rendre justice, je voulais aussi signaler que, y compris lorsque vous étiez ministre, vous avez toujours fait part d'une volonté de coopération exemplaire avec notre commission. Merci, sénateur. Encore merci. Je n'ai pas non plus de questions. Je réitère mes remerciements à M. Kleindienst pour sa coopération et son témoignage d'aujourd'hui, que j'ai trouvé fort utile. En un mot, sur la question des limites et de l'étendue du privilège de l'exécutif, je note avec grand intérêt que les points de vue du président de la Commission et du témoin diffèrent, alors qu'ils sont tous deux des autorités judiciaires vénérables, l'un d'eux étant un ancien ministre de la Justice, mais l'un n'est pas aussi vénérable que l'autre. L'un d'eux étant l'ancien ministre de la Justice et l'autre l'heureux détenteur d'une authentique copie de notre Constitution. Comme disait mon père, on peut préparer un procès toute sa vie, mais c'est la Cour qui a toujours le dernier mot. C'est au pouvoir judiciaire de se prononcer sur la séparation des trois pouvoirs et non au pouvoir législatif ou exécutif. C'est comme cette histoire d'un jeune avocat qui défendait une affaire devant la Cour suprême. Le président de la Cour lui dit « Jeune homme, ceci n'est pas la loi ». Ce à quoi le jeune avocat répondit « C'était la loi, jusqu'à ce que votre honneur décide du contraire ». C'est certainement très juste. Kleindienst est un des rares membres de l'administration Nixon à ne pas avoir été sali par le scandale du Watergate. Monsieur Larue, levez-vous et levez la main droite. Au cours de votre témoignage devant la commission d'enquête sénatoriale sur la campagne présidentielle, jurez-vous devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Frédéric Larue a déjà décidé de reconnaître qu'il a aidé à étouffer l'affaire. Assistant de John Mitchell, le président du comité pour la réélection de Richard Nixon, il a participé à toutes les réunions qui ont eu lieu avant et après le cambriolage. Pouvez-vous décliner vos noms, prénoms et adresses? Fred C. Larue, 1026 Hallmark Drive, Jackson, Mississippi. Monsieur Larue, je crois que vous avez une brève déclaration à faire. Voulez-vous commencer? Oui. Allez-y, je vous prie. Monsieur le Président, messieurs les membres de la Commission, j'habite à Jackson, dans le Mississippi. Cependant, depuis 1969, j'ai principalement vécu à Washington, d'abord pour travailler avec le nouveau gouvernement, puis comme conseiller spécial du président. À partir de 1972, j'ai travaillé comme assistant spécial au sein du comité pour la réélection du président. J'ai eu connaissance le 17 juin 1972 du cambriolage du QG de campagne des démocrates quelques heures après les faits. Je savais, avant ce cambriolage, qu'il avait été question de faire de l'espionnage politique à l'aide d'écoutes.
J'en avais entendu parler lors d'une réunion à laquelle j'ai assisté en mars 1972. C'est la seule fois où j'en ai entendu parler. Et je m'étais prononcé contre. L'idée n'avait pas été retenue en ma présence et j'ignore si elle l'a été par la suite. Après les arrestations dans l'immeuble du Watergate, je me suis retrouvé de plus en plus mêlé à cette affaire. Le 20 juin, M. Gordon Liddy, membre du comité de réélection du président, m'a avoué qu'il avait pris part à ce fiasco. J'ai par la suite assisté à des réunions en compagnie, entre autres, de M. Magruder. Nous avons mis au point une histoire destinée à le couvrir et j'ai fait partie de ceux qui ont tenté d'étouffer l'affaire, du moins par consentement tacite. J'ai ensuite été le dépositaire de fortes sommes d'argent que je devais remettre à certaines personnes pour honorer les engagements qui avaient été pris envers les accusés du procès du Watergate. Je suis parfaitement conscient aujourd'hui avoir mal agi, moralement et légalement. J'ai fait face à mes responsabilités et je suis prêt à en accepter les conséquences. Il est difficile de faire comprendre mon état d'esprit durant cette période de tension. Cependant, je n'avais pas l'intention de violer la loi. J'agissais uniquement dans l'intérêt de la campagne présidentielle dans laquelle nous étions engagés. Pour préparer ces audiences, j'ai coopéré avec les membres de cette commission au mieux que j'ai pu et au mieux de mes souvenirs. J'ai également coopéré, et je continuerai à le faire, avec la justice. Je suis prêt à essayer de répondre à toutes les questions que vous souhaitez me poser. Monsieur Larue, lorsque vous déclarez que vous êtes désormais parfaitement conscient d'avoir moralement et légalement mal agi, et que vous avez fait face à vos responsabilités, faites-vous référence au fait d'avoir plaidé coupable au chef d'accusation d'association de malfaiteurs dans l'intention de faire obstruction à la justice? C'est exact. Ce chef d'accusation fait-il référence aux relations que vous entreteniez avec les individus impliqués dans les manœuvres visant à étouffer l'affaire du Watergate? Oui, c'est exact. Dash va interroger Larue sur les réunions qui ont précédé le cambriolage. Il cherche surtout à savoir si John Mitchell, qui a dirigé le comité pour la réélection de Richard Nixon et qui est un proche du président, a approuvé le projet d'effraction. Avant la réunion de la fin du mois de mars 1972 de Key Biscayne que vous venez d'évoquer, M. Magruder vous avait-il fait part d'une discussion qu'il aurait eue avec M. Mitchell à propos d'un plan d'espionnage politique que M. Liddy préparait? Non, monsieur. Vous rappelez-vous une altercation qui aurait eu lieu entre M. Liddy et M. Magruder avant la réunion de mars 1972 à Key Biscayne? Vous auriez alors dû intervenir pour les calmer? Oui, effectivement, je m'en souviens. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait et quel a été votre rôle? Monsieur Magruder m'avait demandé d'assister à une entrevue qu'il devait avoir avec Monsieur Liddy. Le sujet de cette entrevue était, je crois, lié à une altercation que Monsieur Magruder et Monsieur Liddy avaient eue. Monsieur Magruder avait en effet reproché à Monsieur Liddy de ne pas avoir mené à bien une mission dans les délais prévus. Ce reproche avait, selon mes souvenirs, été exprimé en public. Cela avait rendu M. Liddy furieux et provoqué une dispute très vive entre les deux hommes. Avez-vous entendu ce que M. Liddy a dit à M. Magruder? À un moment, M. Liddy a dit à M. Magruder que s'il n'aimait pas la façon dont il faisait son travail, il n'avait qu'à se trouver quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot à sa place.
M. Magruder lui a demandé s'il pensait à quelqu'un en particulier et je crois que M. Liddy a suggéré le nom de Howard Hunt. Avez-vous la moindre idée de ce qu'il voulait dire par quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot à sa place? Non, je n'en sais rien. J'avais cru comprendre que M. Liddy s'occupait de renseignements politiques en rapport notamment avec la convention républicaine qui allait se tenir à San Diego. Étiez-vous au courant que M. Liddy recevait de l'argent prélevé sur les fonds de la campagne présidentielle? Non, monsieur. Non? À cette époque, vous n'étiez alors au courant d'aucun plan d'espionnage existant ou un projet impliquant M. Liddy, outre celui dont vous avez parlé et qui concernait la convention républicaine. C'est exact. Qu'est-ce qui vous a amené à Key Biscayne à la fin du mois de mars? C'était autour du 29, je crois. Quand êtes-vous parti pour Key Biscayne? Le 22 mars, peut-être le 23. Quel était le motif de ce départ? J'accompagnais la famille Mitchell en vacances. Vous êtes donc arrivé autour du 22? Le 22 mars ou peut-être le 23. D'accord. Qui d'autre était là? Monsieur et Madame Mitchell ainsi que leur fille, Mademoiselle Forsberg, la secrétaire particulière de Madame Mitchell, Monsieur Caulfield, qui est le garde du corps de son mari, Monsieur Tom Vance, un autre garde du corps, nous a rejoints. Monsieur Jeb Magruder s'est-il rendu à Key Biscayne dans ces dates-là? Oui, quelques jours plus tard, le 29 mars, si mes souvenirs sont bons. Savez-vous quel était le but de la visite de M. Magruder à Key Biscayne? Je sais que M. Magruder et M. Fleming se sont rendus à Key Biscayne pour débattre de plusieurs questions d'ordre politique et pour décider avec M. Mitchell d'activités liées à la campagne présidentielle. Étiez-vous présent lorsque messieurs Magruder, Fleming et Mitchell ont débattu de tous ces points? Oui, monsieur. Combien y en avait-il? Je ne sais pas exactement. Étaient-ils nombreux? Oui, monsieur. D'accord. Avant que ces points ne soient abordés lors de cette réunion, vous avait-on donné un ordre du jour? Oui, monsieur. J'avais demandé une copie de tous les points abordés. Un point particulier avait-il retenu votre attention? Oui, en les classant par ordre d'importance pour préparer la réunion du lendemain, je suis tombé sur un document qui esquissait un projet de surveillance électronique. Un budget y était associé. Qui vous avait donné cet ordre du jour? Monsieur Magruder. Pouvez-vous nous décrire le plus précisément possible les discussions qui ont porté sur ce projet de renseignement politique? Saviez-vous que M. Liddy était chargé d'appliquer ce plan? Saviez-vous que M. Liddy avait suggéré ce projet? Je ne me rappelle aucune mention de M. Liddy. À quel moment de la réunion ce projet a-t-il été abordé? Au début ou à la fin? À la fin de la réunion, car j'avais placé ce document en dernier dans la liste des propositions à discuter. Pourquoi avez-vous fait ça? Il y avait deux raisons. Nous ne savions pas si nous aurions le temps de prendre une décision sur tous les sujets que nous souhaitions traiter. Et comme je vous l'ai déjà dit, je les avais classés par ordre d'importance. Et j'ai placé ce point en dernier. Ce matin-là, j'ai également dit à M. Magruder que si ce sujet devait être abordé, je préférais que cela reste entre M. Magruder, M. Mitchell et moi.
et que M. Fleming n'assiste pas à cette discussion. Avez-vous trouvé une manière d'éviter que M. Fleming soit présent? Oui, monsieur. Il est donc parti? Oui, monsieur. Vous avez alors entamé votre discussion sur le projet de renseignement politique? Oui. Vous rappelez-vous du budget de ce projet? Pardon? Vous rappelez-vous du budget de ce projet? Il y avait bien un budget prévu. Vous rappelez-vous du montant de ce budget? Je n'ai aucun chiffre précis en tête, je peux dire au mieux que c'était de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars. Est-ce de l'ordre de 250 000 $? Je ne me le rappelle pas exactement. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque ce projet a été présenté? Qu'ont dit M. Mitchell? Qu'avez-vous dit? Qu'a dit M. Magruder? Comme pour les propositions précédentes, M. Magruder a donné le document à M. Mitchell qui l'a lu. Il m'a demandé si j'en avais pris connaissance. J'ai répondu que oui. Il m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai réfléchi, puis j'ai répondu que le risque n'en valait pas la peine. Qu'a répondu M. Mitchell? Il a répondu quelque chose du genre « ce n'est pas quelque chose dont nous devons décider ici ». M. Mitchell n'a donc pas désapprouvé ce projet lors de cette réunion? Si je me souviens bien, non. Savez-vous quand M. Magruder a quitté Key Biscayne? La réunion a eu lieu le 29 et je crois qu'il est parti le lendemain. M. Magruder et M. Mitchell ont donc eu de multiples occasions de se revoir entre cette réunion et le départ de M. Magruder. Je ne peux pas dire qu'il y a eu de multiples occasions, non. Non, car M. Magruder a quitté la maison dans laquelle nous étions peu de temps après la réunion et n'y est pas revenu durant son séjour à Key Biscayne. Je le sais car j'étais constamment à la maison. Vous souvenez-vous si M. Mitchell a quitté cette maison? Non, monsieur. Aurait-il pu le faire? Ça aurait été effectivement possible, monsieur Dash, mais je ne m'en souviens pas. Étiez-vous toujours dans la même pièce qu'eux lorsqu'ils étaient ensemble dans la maison? Non, je ne pourrais pas affirmer avec certitude que j'étais toujours dans la même pièce en même temps qu'eux. Vous ne pouvez pas l'affirmer. Il est d'ailleurs fort probable que vous n'étiez pas toujours dans la même pièce. C'est une possibilité, mais je n'en ai aucun souvenir. N'est-il pas également possible que vous ayez passé plusieurs coups de fil? Pardonnez-moi? N'est-il pas également possible que vous ayez passé plusieurs coups de fil? Certainement. Cependant, j'aimerais signaler que nous avions des téléphones dans la pièce où se tenait la réunion. Par conséquent, M. Larue, n'est-il pas exact de dire que vous ne pouvez pas affirmer devant cette commission qu'à aucun moment à Key Biscayne, M. Mitchell n'ait donné son aval à M. Magruder pour ce projet? Je suis désolé, monsieur Dash, mais je n'ai pas compris la question. N'est-il pas exact de dire que vos souvenirs ne vous permettent pas d'affirmer devant cette commission qu'au cours de la rencontre entre M. Magruder et M. Mitchell, M. Mitchell n'a pas approuvé ce projet d'espionnage, aussi appelé projet Liddy? Je suis vraiment désolé, mais je ne suis toujours pas sûr de comprendre votre question. Je vais essayer de simplifier ma question. J'essaie de montrer que vous ne pouvez pas certifier qu'à aucun moment, M. Mitchell n'a donné son accord ou n'a refusé ce projet d'espionnage. C'est exact. Après avoir quitté Key Biscayne, avez-vous jamais évoqué à nouveau cette réunion avec M. Mitchell ou M. Magruder? Je ne m'en souviens pas, non. Même après le cambriolage du 17 juin?
Si, nous en avions effectivement parlé après le 17 juin. Je m'excuse. Je croyais que nous parlions de la période qui précédait le cambriolage. Avec qui en avez-vous parlé après, disons, le 17 juin? J'en ai parlé avec M. Magruder et aussi, je crois, avec M. Mitchell. Qu'avez-vous dit à M. Magruder ou qu'est-ce que M. Magruder vous a dit? Nous avions manifestement une vision très différente de ce qui s'était passé à Key Biscayne. Pouvez-vous maintenant dire le plus précisément possible à la commission? L'interrogatoire va s'orienter sur ce qui s'est passé juste après l'arrestation des cambrioleurs. Larue était présent à tous les rendez-vous avec Jeb Magruder, l'adjoint de John Mitchell. Il a surtout été le premier à entendre la confession de Gordon Liddy, le principal organisateur du cambriolage. Comment avez-vous appris la nouvelle du cambriolage? Qui a été averti en premier? Et qu'avez-vous fait? Le 17 au matin, un samedi, je crois, nous prenions notre petit déjeuner lorsque M. Magruder a reçu un appel. Mr. Magruder was paged, went to the telephone. He came back to the table and said that he had had a... Il a quitté la table, puis est revenu en disant qu'il avait eu un appel très étrange de Gordon Liddy qui lui demandait de se rendre à une base de la NASA de Los Angeles où se trouvait un téléphone sécurisé. De là, il devait rappeler M. Liddy à Washington. M. Magruder a-t-il dit un mot sur le problème en question? Pouvez-vous être le plus précis possible? Il a dit que M. Liddy... Il a dit... M. Liddy a évoqué un problème dont il voulait parler. M. Magruder, en aparté, m'a précisé « Tu sais, je crois que la nuit dernière, ils allaient au QG de campagne du Parti démocrate. » M. Mitchell est parti en réunion. Plus tard, M. Magruder, M. Mitchell et moi-même, nous nous sommes retrouvés et M. Mitchell a demandé que quelqu'un appelle M. Liddy et lui dise de contacter M. Kleindienst, le ministre de la Justice. Tout ça pour que M. Kleindienst entre en contact avec la police pour avoir des précisions sur cette affaire. À votre connaissance, d'autres choses ont-elles été engagées depuis la Californie? Oui. M. Mitchell a fait une déclaration à la presse. C'était, je crois, le samedi après-midi. Rien d'autre? Il y a eu beaucoup d'appels échangés avec Washington. Je veux dire de Los Angeles vers Washington, vers notre bureau de relations avec la presse. Je suppose que c'était la panique. Oui, monsieur. Vous êtes donc ensuite rentré à Washington. À quelle date? Le lundi suivant, qui doit être le 19 juin. Ce lundi soir-là, avez-vous assisté à une réunion dans l'appartement de M. Mitchell? Dans l'appartement de M. Mitchell? Oui. En effet, oui. Qui était présent? M. Mitchell, moi, M. Mardian, M. Dean, M. Magruder. Mardian came to the meeting, Mr. Dean and Mr. Magruder. Quel était le sujet de cette rencontre et que s'y est-il dit? Je n'ai plus aucun souvenir précis des discussions. Mais d'après les gens qui étaient présents, elles étaient sans aucun doute en rapport avec l'incident du Watergate. La seule chose précise dont je me souvienne est que M. Magruder a parlé de dossiers sensibles qui étaient en sa possession. Il demandait ce qu'il devait en faire. L'expression ou le nom de Gemstone ont-ils été mentionnés? Si ça a été le cas, je ne me le rappelle pas. Ça ne m'aurait rien dit de toute façon. Vous n'aviez jamais entendu ce mot, Gemstone?
Pas à cette époque, non. Est-il possible que le mot ait été utilisé? Oui, mais comme je l'ai déjà dit, ça n'aurait eu aucune signification pour moi. Vous dites que M. Magruder demandait ce qu'il devait faire de ces dossiers sensibles. Oui, monsieur. A-t-il obtenu une réponse? Que pouvait-il faire? Il me semble que M. Mitchell a répondu que ce serait une bonne chose s'il y avait le feu chez M. Magruder. Qui a dit ça? M. Mitchell, si mes souvenirs sont bons. Que ce serait une bonne chose que la maison de M. Magruder prenne feu. Oui, monsieur. Vous souvenez-vous s'il a été dit que ces dossiers sensibles contenaient des informations concernant la surveillance électronique? Il a été dit que les dossiers concernaient la surveillance électronique, oui. Est-il exact que le plan que vous avez élaboré durant cette entrevue du 19 juin 1972 pour étouffer l'affaire du Watergate vous a été reproché sous le chef d'accusation d'association de malfaiteurs dans l'intention de faire obstruction à la justice, chef d'accusation pour lequel vous avez plaidé coupable? Oui, c'est exact. Y a-t-il également eu une réunion dans votre appartement le 20 juin 1972? Oui, monsieur. Pouvez-vous nous dire qui était présent cette fois-là? Monsieur Mardian, monsieur Liddy et moi-même. De quoi parliez-vous? S'agissait-il de Gordon Liddy? Oui. Nous discutions de l'implication de monsieur Liddy dans le cambriolage. Pouvez-vous être plus précis? Qu'a dit M. Liddy? Était-il là pour expliquer ce qui s'était passé? Je ne sais pas s'il était venu spécialement pour ça, mais la discussion s'est orientée là-dessus. Qui a organisé cette réunion? Monsieur Mardian. Puisque tout ceci se passait chez vous, qu'aviez-vous compris de l'objet de cette réunion? Ma présence à cette réunion s'explique ainsi. Le jour même, M. Mardian m'a demandé s'il pouvait emprunter, utiliser, mon appartement, car il devait rencontrer Gordon Liddy. J'ai dit que j'étais d'accord et je lui ai donné les clés. Il a alors ajouté « Autant que tu y sois aussi ». À propos, où se trouve votre appartement? J'habitais à Watergate West. Après ce que M. Magruder vous avait raconté de sa conversation téléphonique avec M. Liddy, vous saviez, n'est-ce pas, que M. Liddy était impliqué dans ce cambriolage? Non, Monsieur Dash. Je ne pense pas que cela avait été évoqué. Vous avez pourtant dit que M. Magruder s'était rassis en disant qu'il y avait un problème. Et il a parlé du cambriolage et a dit que c'était le soir où le QG de campagne du Parti démocrate devait être visité. N'avez-vous pas dit que M. Liddy avait parlé à M. Magruder du cambriolage? Oui, mais je ne crois pas qu'au cours de cette conversation, M. Liddy avait précisé être personnellement impliqué. Avait-il parlé de M. McCord? Oui, il en avait parlé. Est-ce chez vous que M. Liddy a révélé son implication le soir du 20 juin? Oui, monsieur. Pouvez-vous nous répéter ce qu'il vous a dit? Monsieur Liddy nous a dit qu'il avait engagé les 5 personnes qui ont été prises en flagrant délit dans le QG de campagne du Parti démocrate. Monsieur Hunt et lui-même avaient monté cette opération et ils se trouvaient dans une chambre d'hôtel de l'immeuble du Watergate durant le cambriolage. Il nous a décrit la cellule d'écoute qu'ils avaient installée de l'autre côté de la rue dans un autre immeuble. Vous rappelez-vous d'autres opérations d'espionnage qu'il aurait mentionnées? Non, aucune. Monsieur Liddy a-t-il dit à vous ou à Monsieur Mardian avoir tiré au pistolet dans des lampadaires du QG des démocrates? Oui, je m'en souviens.
C'était au cours d'une première tentative d'effraction ratée. Oui, une première tentative de cambriolage ratée. Il avait tiré dans un lampadaire dans une allée ou je ne sais plus trop où, autour du QG. Vous rappelez-vous avoir entendu M. Liddy dire qu'il y avait une possibilité qu'il se fasse prendre? Monsieur Liddy nous a assuré qu'il avait conduit cette opération de telle manière qu'il était impossible de remonter jusqu'à lui, que nous ne devions pas nous soucier d'enquêtes éventuelles. Cependant, M. Liddy a lui-même proposé d'assumer son échec en suggérant une sanction quelconque. Oui, Monsieur Liddy nous a certifié qu'en aucun cas, au cours d'aucune enquête, même s'il était mis en cause, il ne révélerait quoi que ce soit. Cependant, si sa parole ne nous suffisait pas, il était prêt, bien que personnellement il soit moralement opposé au suicide, à se rendre dans n'importe quel coin de rue de notre choix où nous pourrions le faire abattre. Autrement dit, il souhaitait être éliminé. Oui, monsieur. Je suppose que personne n'a relevé son offre. Pas à ma connaissance, non. Cet entretien se déroulait bien entre vous, M. Mardian et M. Liddy, et dans votre appartement. Oui, monsieur. C'est donc au cours de cet entretien que M. Liddy a fait ses révélations le concernant. Ces informations ont-elles été transmises à M. Mitchell? Oui. Quand était-ce et par qui? Je pense que c'était le même jour, l'après-midi ou la soirée du 20 juin. Quelle a été la réaction de M. Mitchell? Monsieur Mitchell n'est pas quelqu'un de démonstratif. Quelles que soient les circonstances, Monsieur Dash, je ne me rappelle d'aucune réaction particulière. En vous parlant du cambriolage du QG de campagne du Parti démocrate, M. Liddy vous a-t-il dit qui avait autorisé cette opération? Vous a-t-il parlé d'autres activités? Non, pas que je me souvienne. Ne vous a-t-il pas dit qu'il agissait avec l'aval de la Maison-Blanche ou de M. Mitchell? Je n'ai le souvenir d'aucune discussion de cette teneur, non. Après cette affaire, Frédéric Larue s'est retiré de la vie politique. Le témoin du prochain épisode, Jeb Magruder, était le directeur du comité pour la réélection du président Nixon. À ce titre, il faisait partie de ceux qui ont approuvé le programme d'espionnage politique dont le cambriolage du Watergate n'était qu'une étape. Sous les questions pressantes de Samuel Dash, de Samuel Ervin et surtout du sénateur républicain Baker, consterné par tant d'inconséquences, ce père de famille au visage poupin s'effondre. Pour tous ceux qui travaillaient à la Maison-Blanche, il y avait un sentiment d'insatisfaction et de frustration vis-à-vis des processus légaux. Le parcours de Jeb Magruder, jeune administrateur passé sans s'en rendre compte de la politique au crime, illustre la trajectoire de ceux qu'on appelait les hommes de Nixon.